Je propose que nous passions à notre deuxième table ronde. Bon, le temps que tout le monde s'installe, je vais un peu broder, comme ça c'est parfait. Je vais inviter les participants à cette table ronde à nous rejoindre et à s'asseoir avec nous. Ils auront l'occasion de nous dire un petit mot de qui ils sont, pourquoi ils sont là. Notre deuxième table ronde se place sous le grand signe du comment, alors que notre première table ronde, c'était le pourquoi. Il manque une chaise en théorie, non? Non, non, en théorie, c'est bon. Hein. Non, non. Non, parce que Jean-Christophe Sibéras, c'est en vidéo. Voilà, voilà. Donc, même règle que pour la précédente table ronde. Vous pouvez m'envoyer des petites questions par SMS, on peut en prendre par micro. Et nous allons débuter par une autre vidéo qu'a bien voulu réaliser avec l'école Jean-Christophe Sibéras, qui est aujourd'hui, après une longue carrière qui nourrit son expertise sur le dialogue social, aujourd'hui, M. Sibéras est à la tête d'une société de conseil qui s'appelle New Bridges, c'est chic, et il est coordinateur de la plateforme France du Global Deal. Et il va évoquer ce sujet des fondements, une nouvelle fois, de ces implications des entreprises sur ce dossier de la protection sociale et en particulier du bien-être et sur les ressorts qui fait que ceci peut bien fonctionner. Le voici. Bonjour, donc je suis Jean-Christophe Sibéras. Je suis cofondateur d'une petite structure qui travaille sur le dialogue social international qui s'appelle New Bridges. Et par ailleurs, je suis le coordinateur pour la France de la plateforme du Global Deal, qui est une initiative qui est aujourd'hui portée par l'OCDE au niveau international, qui est née en Suède à l'initiative du gouvernement suédois en 2016. La France a adhéré au Global Deal en 2017 à l'occasion du sommet européen de Göteborg. Le président de la République a signé l'engagement de la France dans l'initiative du Global Deal. Alors, qu'est-ce que c'est que le Global Deal? C'est une initiative qui vise à promouvoir une globalisation responsable par le dialogue social. Au fond, au cœur du Global Deal, il y a une conviction et aussi une pratique, c'est que si le dialogue social est bon, et pas seulement dans le pays d'origine, dans l'ensemble des pays dans lesquels les entreprises opèrent, si le dialogue social est bon, en réalité, la globalisation devient bien meilleure par le respect des collaborateurs, le respect de leurs représentants que traduit le dialogue social. Et si le dialogue social est bon, les statuts, les droits aussi des collaborateurs seront meilleurs. Donc, vous voyez bien, l'axe central, c'est bien le dialogue social. Donc, en France, qu'est-ce que nous faisons dans la plateforme France, pour le coup? Eh bien, déjà, nous partageons nos pratiques. C'est un lieu, c'est un très, très bon lieu de benchmark horizontal. Et les entreprises qui sont là partagent leurs pratiques à l'international. On parle finalement assez peu de la France, on parle beaucoup de ce qu'on fait dans le monde entier. Et comme nous sommes au Global Deal, sont adhérents au Global Deal des grandes entreprises, mais aussi les grandes confédérations syndicales françaises, en tout cas 5 sur 6 sont membres du Global Deal. Et nous, dans nos réunions, qui sont généralement mensuelles, nous invitons d'ailleurs les groupes ou les directeurs, les DRH, à venir accompagner d'un leader syndical, en général le secrétaire du comité européen, du comité mondial, s'il y en a. Et avec une présence avec une double voix, ça nous donne une sorte de garantie de sincérité. On n'est pas là pour faire de la communication, on est là pour travailler, pour apprendre des autres et surtout pour progresser. Voilà, donc aujourd'hui, 27 groupes employant plus de 3 millions de salariés dans le monde participent au Global Deal France. À peu près la moitié des groupes du CAC 40 sont là, plus un certain nombre d'autres. Et puis son partenaire associé, bien sûr, au Global Deal, le CDE, l'OIT,
et global compact. Dans le well-being, at work par les grands groupes, je voudrais citer un exemple sur lequel, d'ailleurs, nous avons travaillé avec le GBN, parce que là, nous étions en intersection avec la préoccupation du GBN et le centre de gravité que vous avez eu sur le chantier well-being, et nous en intersection sur le process du dialogue social. Et sur les réalisations concrètes en entreprise, je voudrais quand même citer un phénomène majeur qui a été l'émergence de socles mondiaux de protection sociale. Au fond, en quoi la création de socles mondiaux de protection sociale, qui, comme vous savez sans doute, donne à des collaborateurs du monde entier d'une entreprise des droits identiques en matière de parentalité, durée de congé paternité, durée de congé maternité, sur les droits en matière de prise en charge de frais d'hospitalisation, en tout cas hospitalisation lourde, sur les droits en matière de capital d'essai, sur les droits en matière d'invalidité, voire de pension, de réversion, de pension d'éducation. Voilà des objets de droits concrets qui ont été créés par des grands groupes français, un certain nombre, L'Oréal qui a été pionnier, puis Danone. Nous avons vu ensuite les banques s'y mettre, BNP Paribas, la chimie, Solvay, où j'ai moi-même opéré et œuvré sur un accord mondial créant un socle de protection sociale. Au fond, on a, par ces droits, donné aux salariés, je dirais, une garantie de sécurisation. Il faut avoir des lieux d'échange sur le bien-être au travail, et heureusement, d'autant que ces problématiques sont devenues extrêmement prégnantes, pas seulement pour des questions de sécurité, mais aussi, par exemple, sur les questions de santé mentale. Et bien des groupes du GBN d'ailleurs ou du Global Deal, il faut dire qu'on a des groupes. De groupes appartiennent en fait aux deux réseaux, et on les invite d'ailleurs à appartenir aussi bien au réseau GBN qu'au réseau Global Deal. Mais il est clair que bien des groupes européens parlent et échangent avec les représentants du personnel dans le cadre des comités européens. C'est forcément un lieu pour faire des accords. Mais en tout cas, ce sont des lieux d'information, d'échange, et des lieux où l'enrichissement par l'échange et par la diversité des situations à prendre en compte est tout à fait fort et tout à fait riche. Et je pense que dans les travaux de cette journée, ça sera l'occasion d'évoquer ça de manière beaucoup plus concrète par les uns et par les autres. Voici pour cette intervention, sachant que dans le PowerPoint, je m'aperçois que nous avons glissé un slide en avance, là, puisque Dominique Libaud interviendra en conclusion. Je vais appuyer là pour voir si ça marche. Non, donc je vous remercie quand même tous, mais je vous retrouve pour notre table ronde ici. Donc ça a fonctionné, je suis ravi. Pour évoquer donc d'un côté concret, illustré, incarner ces affaires de santé au travail du côté d'entreprises multinationales, et pour souligner les recettes, si elles existent, afin que ces politiques de bien-être au travail soient de qualité, nous avons réuni autour de la table 3 groupes, sachant qu'il y a un groupe qui est incarné par 2 personnes. Si vous trouvez, vous avez droit à 2 stylos N3S, lequel d'après, vous le saurez. Mais je tiens d'abord à excuser Christine Lelouarn, qui, elle, est chez Kering et qui a beaucoup participé, entre autres, à l'élaboration de ce guide qui nous réunit et qui, pour des raisons familiales tristes, ne peut pas être là. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que nous n'avons pas parfaitement respecté la parité, parce que le sujet du bien-être au travail concerne autant les messieurs que les dames, mais on en est conscient au sens où c'est un sujet, lorsque l'on prépare ce type de manifestation, nous occupe, mais on ne réussit pas toujours à atteindre la parfaite parité. Mais enfin, on s'en sort quand même pas trop mal. Alors, ce que j'ai proposé pour cette table ronde, c'est que chacune des 3 entreprises puisse d'abord nous dire ce que représente son groupe à l'international, vraiment en quelques mots, que l'on sache où nous sommes. Ensuite, chacun des groupes pourra illustrer les politiques qui ont été prises pour ce bien-être au travail à l'échelle globale, mais pas
afin de ne pas avoir un effet catalogue, en se centrant sur quelques-unes de ces politiques. Enfin, troisième temps de notre table ronde, c'est comment fait-on pour que ces politiques fonctionnent, soient efficaces. Donc, première question, c'est sur ce que représentent vos grandes institutions, hein, et on peut commencer par Sanofi, qui est la puissance invitante, avec Antoine Lajoigny. Alors vous verrez, il y a de l'homonymie, en plus c'est très compliqué cette table ronde, puisque Antoine Lajoigny est chez Sanofi et Christophe Lajoigny est chez L'Oréal. Mais bon, on commence par Antoine. Merci. Je pensais qu'on allait commencer par Engie pour l'histoire de parité, mais... On va voir après, non, allez, voilà. on fait Sanofi. Merci. Alors Sanofi, oui ça marche. C'est 50 ans d'histoire, une entreprise internationale née en France. Et c'est aussi plus de 300 acquisitions, fusions d'entreprises, plus que centenaires à travers le monde. Donc en fait, c'est un groupe français, mais qui s'est construit par Strat, qui est maintenant présent dans plus de 70 pays avec près de 90 000 collaborateurs, donc énormément de nationalités différentes, de cultures différentes, de cultures en termes de personnes, mais aussi de culture d'entreprise. Ce qui augure d'un chantier assez compliqué lorsqu'on veut mettre des choses un peu harmonisées au niveau d'un groupe. C'est aussi un groupe industriel, mais qui du coup a des populations sur des sites industriels, de recherche-développement, de logistique et des sites tertiaires. Donc on n'a pas, entre guillemets, la chance d'avoir une population avec un profil unique à s'occuper, ce qui soulève beaucoup de challenges. On a un comité exécutif, je tenais à le mentionner, qui représente, j'ai compté, il y a 7 différentes nationalités. Les Français sont présents à 30%, mais ça reste la nationalité la plus représentée. Notre directeur général, notre DRH Group sont anglais. Et c'est intéressant parce que ça apporte vraiment des visions différentes. Et on en parlait tout à l'heure, l'actionnariat est majoritairement constitué d'investisseurs institutionnels. Et ça a l'air de rien, mais c'est vrai que c'est aussi une composante à prendre en compte lorsqu'un groupe prend des décisions de type j'investis du temps, j'investis des ressources, j'investis de l'argent sur des projets qui ne seront peut-être pas perçus par les investisseurs comme apportant de la valeur ajoutée à l'entreprise sous le prisme qu'ils en ont. Voilà, on m'a dit de faire court. Eh ben, c'est court, c'est parfait. Je pense qu'on peut passer la parole à Engie, alors avec Juliette Crindal et puis Emmanuel Bridoux. Bonjour à tous. Donc Engie, grand groupe de l'énergie, hein, tout le monde le connaît, je pense, dont la raison d'être est de transformer les énergies de demain avec la transition énergétique et la décarbonation de nos sociétés. Donc un gros enjeu pour le monde. On est présent dans un peu moins de 30 pays aujourd'hui. On s'est concentré sur 30 pays alors qu'avant on était présent sur 60 pays. On est 96 000 dans le groupe, dont la moitié des effectifs se situe en France, donc quand même avec une grosse empreinte française. Et le groupe est organisé de manière matricielle avec 4 métiers fondateurs sur lesquels aussi on s'est recentré avec une nouvelle stratégie qui a été mise en place en 2021. Le premier métier étant les énergies renouvelables. Le second, toutes les infrastructures et les réseaux pour distribuer l'énergie. Le troisième, les services autour de l'énergie pour pouvoir faciliter la réduction d'énergie avec les réseaux de froid, de chaleur. Et puis le quatrième avec le thermique et la fourniture de gaz et d'électricité. Donc 4 grands métiers et des fonctions support, là organisées de manière géographique avec 4 grandes régions. La région Europe, la région AMEA qui regroupe le Moyen-Orient, l'Asie-Pacifique et l'Afrique, et puis les régions américaines, Nord-Amérique et Sud-Amérique. Voilà, donc on est présent dans pas mal de pays. Et l'objectif de cette organisation matricielle, c'est de pouvoir allier les fonctions support au service des métiers pour être le plus perspicace possible sur nos business.
sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Emmanuel. Bon, Emmanuel Bridou d'Engie dit que c'est parfait. Donc c'est parfait. Et nous avons donc aussi Christophe Lajoigny, qui est directeur monde Workplace, mais il aura l'occasion de nous expliquer tout ça, pour L'Oréal. Mais là, il faut qu'il nous fasse, parce qu'il le vaut bien lui aussi, WAF, L'Oréal. Je vais faire rapide. Bonjour à tous. Donc oui, Christophe Lajoigny. L'Oréal, c'est une société internationale, leader mondial de la beauté. On a été créé en 1907 par un chercheur. On est sur tous les segments de la beauté, cheveux, maquillage, soins du visage, le parfum. On est présent dans une de nos grosses forces, c'est qu'on est présent sur tous les grands circuits de la distribution de la beauté, donc le mass market, la parfumerie, les pharmacies, les coiffeurs. On fait un chiffre d'affaires de 38 milliards d'euros, 89 000, je crois, 89 000 collaborateurs. Voilà, et ce qui est important, je pense, dans notre présence mondiale, on est présent dans 150 pays. C'est un élément super important parce que la beauté est très plurielle en fait. Japon, Pays-Bas, Brésil, ce ne sont pas du tout les mêmes gestes de beauté, ce ne sont pas les mêmes cheveux, ce ne sont pas les mêmes peaux. Et donc on a des centres de recherche dans ces différentes parties du monde, on fait des innovations liées aux besoins locaux. Et dès qu'on trouve des grandes tendances ou des grandes appétences, après elles se déploient mondialement assez rapidement. Donc, très bien. Et tout à l'heure, je le dis pour la régie, on aura avec monsieur Lajoigny L'Oréal, donc Christophe, un petit bout de PowerPoint. Je le dis parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe dans toutes nos affaires. Très court. Voilà. Très court, on aime bien montrer des images chez nous. Oui, des belles images, voilà, de Workplace. Quelques images. Des images très belles, bien sûr. Et je propose qu'on commence par Sanofi pour évoquer ce que font quand même concrètement ces grandes entreprises. Et je crois que vous devez développer, si vous ne le faites pas, vous ne serez pas grondé, mais enfin, on avait évoqué ça, les questions de la parentalité et du congé parental. Oui, alors, peut-être juste avant de rentrer sur cet exemple très précis, ce qui avait été rappelé en discours introductif, c'est qu'effectivement, comme d'autres entreprises, on avait mis en place des socles minimums de protection sociale et puis quelques programmes de base, mais ça faisait vraiment écho à ce qui était dit dans la première table ronde, c'est-à-dire qu'on était quand même très focalisé sur la santé physique, sur la sécurité. Moi, quand je suis arrivé il y a un peu plus de 5 ans, effectivement, tenir la rampe, ça je le voyais partout. Bouger, manger sainement, tenir les rampes, soyez en sécurité. Et on a vraiment ajouté des dimensions qui ont été évoquées tout à l'heure, qui étaient effectivement le bien-être mental qui était déjà présent, mais qui était présent de manière différente selon les pays. Donc là, on a vraiment cherché à avoir une démarche harmonisée pour tous nos salariés. Et ça a été la mise en place d'un dispositif, alors je vais faire de l'anglais, je suis désolé, employé assistant de programme. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle en France les risques psychosociaux. C'est ce qu'on appelle en anglo-saxon le mental health. C'est plus positif. Et c'est effectivement d'apporter des moyens pour que les salariés puissent être pris en charge 24 heures sur 24 s'ils ont des soucis personnels ou professionnels à partager ou être guidés, accompagnés. Et ça, jusqu'à présent, les pays matures, un petit peu gros, qui avaient des moyens, le faisaient bien. Les plus petits pays n'avaient éventuellement pas grand-chose. En mettant en place, en choisissant un acteur unique, un prestataire unique, on a pu définir un cadre unique. Il s'appliquait ensuite à tous nos collaborateurs à travers le monde. Donc ça, c'est pour illustrer le fait qu'on a ajouté, on a créé, on a défini notre politique de well-being. Encore une fois, je suis désolé pour le terme anglo-saxon, qui sera, de toute façon, ça va être traduit en anglais, ce guide, donc il y aura également des termes anglo-saxons. Mais on a défini notre politique de well-being il y a quelques années, lorsqu'on a eu une nouvelle direction générale qui a redéfini une stratégie pour le groupe. Et là, on s'est dit, dans cette stratégie, il faut qu'on ait une stratégie mondiale. On l'avait déjà sur certains pans de la santé au travail, mais peut-être pas sur tous. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qui manque ? Donc, on a nos 4 piliers, où on a effectivement celui sur la santé mentale, on a celui sur le bien-être physique, et puis on a rajouté celui sur le bien-être financier, ou la résilience financière, et puis surtout l'environnement de travail. Et ça, c'est quelque chose qui ne nous parlait pas forcément à nous, experts de la protection sociale. Ce n'est pas la première chose auquel on pensait. L'exemple qui va être donné par L'Oréal nous parle beaucoup parce que
Depuis peu, on a exactement cette fonction-là qui est maintenant au niveau de la RH Group. C'est-à-dire qu'avant, les sites immobiliers, c'était la finance, parce que c'est des investissements, c'est des coûts. Maintenant, c'est au niveau de la RH parce qu'on veut que les salariés s'y sentent bien. Et donc, la politique de well-being se décline aussi à travers le lieu de travail. Et ensuite, il y a tout cet environnement du travail qui est la partie inclusive, avec des programmes Speak Up qui était cité en introduction, qui est celui de faire en sorte que les salariés qui sont exposés ou qui sont témoins d'incivilité, de mauvais comportements, quels qu'ils soient, que ce soit en termes par rapport à de la pression mise au travail, que ce soit par rapport à des comportements sexuels déplacés, ce genre de choses, tout ça, ça puisse être pris de manière vraiment au niveau de la gravité que ça requiert, et qu'il y ait des procédures, et qu'il y ait surtout une libération de la parole. Et donc un engagement de la direction générale là-dessus, et de tous les des directions pays et opérationnelles, de libérer cette parole-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est venu dans le pilier justement sur la culture d'entreprise, et la parentalité s'est intégrée dedans, et la parentalité avec un congé parental dont je vais parler a été un élément pour dire sentez-vous bien chez Sanofi, notamment parce qu'on fait attention. Faites des enfants, c'est ça ? Faites des enfants, et surtout que les hommes et les femmes aient les mêmes chances. Donc l'égalité homme-femme était un sujet majeur auquel on s'est attaqué. Alors ça paraît vraiment tarte à la crème parce que toutes les entreprises vont dire la même chose. Je refais écho à ce qui a été dit dans la première table ronde. Il y a beaucoup de bonnes intentions qui sont données, des choses qui paraissent des banalités. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe en termes d'action, de fait ? Et donc là, il y a effectivement une volonté de définir un congé parental d'accueil de l'enfant et qui soit le même pour tous les salariés, quel que soit le pays, quelle que soit la législation, quelle que soit la culture. Et donc, on dit à un salarié qui accueille un enfant, quel que soit, que ce soit une maternité, une adoption ou autre modèle, c'est vous accueillez un enfant, on veut que vous puissiez passer du temps avec lui, créer des liens, et on veut aussi que ça ne soit pas toujours les femmes qui sacrifient leur carrière. On ne veut pas non plus qu'on se dise on va peut-être hésiter entre un homme et une femme à recruter dans une équipe parce qu'on sait que la femme, si elle fait un enfant, ça va être compliqué, il va falloir la remplacer. Aujourd'hui, maintenant, si j'ai quelqu'un qui vient dans mon équipe, je me dis dans les deux cas, il peut prendre 14 semaines de congé. Et puis en plus, 100% payé. Donc finalement, je suis confronté au même risque, entre guillemets, de perturbation, si je peux le dire comme ça, de l'activité. Donc ça, c'est quelque chose qui est venu s'intégrer dans ce pilier de l'environnement inclusif et de notre programme Wellbeing. Et pour la petite anecdote, alors ça a mis 2 ans à sortir. On reviendra après sur comment, pourquoi, les clés de succès. Ça a mis 2 ans à vraiment aboutir. Ça a été porté par la direction générale groupe. Ça a été la première chose que j'ai entendue de la part de notre directeur général lorsqu'il est arrivé. Anglais, jamais localisé en France. Je lui explique c'est quoi c'est sa protection sociale en France. Et la première question qu'il me pose, est-ce qu'on a un congé parental groupe chez Sanofi ? Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas pour moi, mes enfants sont grands. C'est la première question qu'il a posée. Et donc, quand c'est porté au plus haut niveau de l'entreprise, c'est un des facteurs très favorisants du développement de ces initiatives. Très bien, on peut passer à NJ, alors sur les différentes dimensions de ce que votre groupe peut développer pour le bien-être au travail à l'échelle monde. Je crois que vous vouliez parler d'amélioration de la QVT, de prévention des risques psychosociaux et vous aussi de parentalité. Oui, alors tout d'abord, je voudrais expliquer aussi pourquoi nous sommes 2. Ah oui, c'est possible. C'est en fait simplement l'illustration de l'organisation du groupe sur ces thématiques. Puisque, en fait, historiquement, le groupe a fait le choix d'aborder ce sujet sous l'angle du risque, puisqu'on est une entreprise d'ingénieurs. Donc, en fait, le groupe a travaillé ce sujet sous l'angle du risque psychosocial. Donc, en fait, moi, j'appartiens à la direction santé-sécurité du groupe. Donc, je ne suis absolument pas dans la filière RH.
mais on voit bien qu'il y a bon nombre de sujets qui sont portés par la filière RH. Et donc, avec Juliette, nous, on travaille vraiment main dans la main sur ces sujets. Moi, plutôt sur la partie bien-être et Juliette, plus sur la partie protection sociale. Donc, ça veut dire aussi qu'en termes d'organisation, il me semble, enfin, en tout cas pour avoir un peu participé à beaucoup d'échanges, on a vraiment cette particularité, parce que souvent, dans les entreprises, dans les groupes tels que les nôtres, ces sujets-là sont portés essentiellement par les RH. Et donc, chez nous, ce n'est pas le cas. Et en fait, le groupe, comme vous l'a dit Juliette, est assez important. On a plus de 150 entités filiales dans le monde aussi. Ça, c'est un chiffre qu'il faut retenir. Ça veut dire que les modes d'organisation ne sont pas tout le temps homogènes. Ça veut dire que parfois, dans une petite entité du groupe, le sujet de la prévention des risques psychosociaux ou de l'amélioration de la qualité de vie au travail peut être porté purement par les RH. Donc, il y a encore pas très longtemps, on avait ce sujet de se dire quand deux grandes filières, comme la santé-sécurité et les RH s'occupent d'un sujet commun, c'était pas toujours évident d'arriver à se parler, d'avancer au même rythme. Et donc, le groupe a fait le choix de travailler de manière transverse en mettant en place un réseau des référents QVT. Donc, c'est un réseau mondial. Et en gros, chaque entité a un référent, c'est-à-dire la personne qui est en charge de la mise en place du plan d'amélioration de la qualité de vie au travail. Et donc, ces personnes-là, on est organisés en réseau et on travaille ensemble. Mais quelle que soit, du coup, l'origine, j'allais dire, de la personne, qu'elle soit filière RH ou pas. Et donc, ça a apporté beaucoup de dynamisme et de cohérence dans notre démarche. Peut-être, Juliette, toi, tu veux parler de la partie protection sociale ? Ce serait cohérent de continuer comme ça. Oui. Effectivement, on est organisé d'une manière assez particulière, comme le disait Emmanuel, et sur le well-being, le bien-être au travail. C'est vrai que c'est un sujet tellement vaste que finalement, c'est pas si mal qu'il y ait plusieurs directions du groupe qui soient associées sur ce sujet-là, parce que le bien-être, c'est à la fois effectivement la prévention de la santé mentale, la santé physique bien sûr. Et donc ça, ce sont nos programmes No Life at Risk et No Mind at Risk. Et puis, c'est aussi tout un environnement de protection sociale, de sécurité du salarié par rapport à son environnement de travail. Et c'est toutes ces mesures mises bout à bout qui font que le salarié se sent dans un environnement sécurisé, safe, enfin bon, je le dis aussi en anglais, mais et qui se sentent épanouis et qu'il ait la capacité de pouvoir travailler correctement, sans surcharge, etc. Et donc nous, dans notre équipe, au niveau de la DRH Group, dans l'équipe Compenben, on s'attache à développer notre programme CARE, notre programme NJ Care, qui en fait contient 4 piliers. Donc c'est les 4 piliers dont Jean-Christophe a parlé tout à l'heure, qu'on retrouve dans pas mal de programmes CARE dans les grands groupes internationaux. Nous, on s'y est mis un peu plus tardivement que les grands groupes comme Sanofi, L'Oréal, Kering et tant d'autres, puisqu'on a commencé notre programme avec la crise Covid en 2020. Avec les piliers d'abord sur le minimum hospitalisation et décès. Et puis, on est en cours de réalisation des 2 autres piliers sur l'invalidité et la parentalité. Et l'accord Monde qui a été signé en 2022 sur les droits fondamentaux et la RSE est un vrai outil pour nous. C'est l'outil du dialogue social qui est très important pour les acteurs sur le terrain pour pouvoir mettre en place la stratégie et les engagements sociaux au plus bas niveau de l'échelle locale dans nos différents pays. L'accord Monde, en fait, prévoit que les entreprises ont une période de déploiement, donc jusqu'à la fin de l'année 2024. Nos entreprises ont ce délai pour se mettre en conformité sur les minimums, notamment sur le congé paternité et le congé maternité. Et on voit que il faut de l'énergie, il faut du dynamisme pour pouvoir convaincre les acteurs, parce que nous, on n'est pas sur 14 semaines de congé paternité, on est sur 4 semaines de congé paternité, et même ça, c'est pas toujours évident. Donc l'importance d'une stratégie et d'un investissement global du groupe
tout en ayant un maillage fin dans nos différentes filières santé, sécurité et Compenben RH, c'est fondamental pour la réussite de programmes comme les programmes CARE mondiaux. Parfait. Ce que je propose de faire, c'est de passer la parole à Antoine Lajoigny et... non, je dis des bêtises, je me trompe. Monsieur Lajoigny. À Christophe Lajoigny. On va trouver. Oui, mais si je dis à Monsieur Lajoigny, vous allez vous battre après. Donc je dis Christophe, alors voilà, c'est plus simple pour L'Oréal. Et vous avez même droit à la zapette là, qui est sur la petite table là, pour nous montrer de belles images de ce que vous baptisez Workplace. Parce que là, on n'a même plus le droit de le dire en français. On peut dire environnement de travail, mais c'est vrai que Workplace, c'est un peu chic. plus rapide. Ouais, c'est un peu plus, oui, voilà, c'est mieux. Un peu plus vite. Je sais que le temps est limité. Oui, donc moi déjà en termes d'organisation, je travaille en fait pour 2 entités, pour la partie ressources humaines. Donc la partie Workplace fait partie de notre programme d'innovation sociale. Et je reporte aussi au patron de l'immobilier. Donc on a un lien immobilier RH très fort. Mon enjeu à moi, c'est ce qu'on appelle le réenchantement de la Workplace, parce que chez L'Oréal, on croit énorme, on veut que les gens, autant que faire se peut, soient présents au bureau. Donc les collaborateurs ont droit jusqu'à 2 jours par semaine chez eux. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Cela dit... Pardon, ça c'est un accord monde, c'est 2 jours par semaine chez eux dans le monde? Oui, absolument. Ouais, c'est un accord monde qui a été mis en place dès le retour au bureau après le Covid. Cela dit, dans notre culture, il y a des choses dans le présentiel qui sont absolument fondamentales. On est une culture d'innovation. La beauté, ça ne passe que par l'innovation. Si vous n'innovez pas, vous êtes mort. Et il est clair que l'innovation passe, la créativité, ça passe par du présentiel, de l'échange physique, des signaux faibles, etc. Donc ça c'est un premier point qui est absolument clé. Deuxièmement, on a une culture assez forte, donc avec beaucoup d'accent porté sur le développement des talents. Donc, quand les gens sont sur place, en termes de learning, en termes de coaching, en termes d'immersion dans les valeurs de l'entreprise, c'est un élément très fort. Et puis, on croit beaucoup aussi à tous ces éléments de socialisation, de régler des problèmes de façon assez informelle, ce qu'on appelle la serendipity. Donc, se croiser, régler des problèmes autour d'un café ou quand on se croise dans un couloir, ce sont des éléments très, très, très importants. Donc, on essaie autant que faire se peut de refaire venir les gens au bureau. Et le dernier point que je mentionnerai, c'est que notre métier est quand même très lié à la socialisation, la beauté... être bien coiffé, être bien maquillé, etc. C'est lié à la socialisation. Et quand on est seul chez soi derrière un écran, on est quand même moins immergé dans ce contexte-là. Donc voilà, le réenchantement du bureau est un élément absolument clé. Ça, je vais être très rapide. Le bureau, je ne vais pas vous faire un cours sur l'immobilier. Le bureau a beaucoup évolué. On est passé au début du siècle précédent à de l'open space, avec les patrons qui étaient dans leur bureau fermé, puis on est passé à des cubicles pour le middle management, qui était une façon d'ouvrir un petit peu, puis d'être beaucoup plus économiquement rationnel. On est depuis quelques années dans ce qui s'appelle l'activity-based working, où en fait on propose, les bureaux modernes proposent un menu d'espace qui correspondent à des usages variés. Ça peut être des salles de brainstorming, ça peut être des endroits pour socialiser, ça peut être des endroits maintenant pour créer du contenu qu'on poste sur le web. Et puis de plus en plus, le bureau devient en fait serviciel. On peut aller prendre un bureau coworking pendant 1 an pour répondre à une problématique particulière, s'adapter à un contexte particulier avant de revenir chez soi. Bref, tout ça évolue. Donc nous, ce qu'on a fait chez L'Oréal au moment où le Covid a surgi, c'est là où j'ai pris ma fonction en venant des RH. On s'est dit, il faut qu'on réinvente complètement notre façon de travailler, qu'on renforce la collaboration entre les gens, qu'on repense vraiment nos organisations par rapport à ça. Donc on a écrit une charte très précise d'à peu près 150 slides. Je vous rassure, on ne va pas passer les 150 slides. Il n'y en a que 4, je suis con, moi. Pardon ? Il n'y en a que 4, là. Non, il n'y en a que 4. Un grand chapitre qui est... on est passé en desk sharing, donc c'est la fin du petit bureau fermé, sombre, où les gens ne communiquent pas. On a maintenant 7 bureaux pour 10 personnes, avec des grands espaces, les gens se connectent visuellement, il y a une énergie collective qui apparaît dans ces nouvelles organisations, qui est clairement prouvée, et qui est clairement remontée par les collaborateurs. Et en échange de ce moins de bureaux par collaborateur, on développe des espaces beaucoup plus beaux, des superbes cafétérias, des salles de web streaming. Enfin, je vous montrerai quelques photos après. On a des beaux bureaux. Deuxième partie de cette charte, c'est l'identité. On veut, et notre CEO Nicolas Hieronymus est très, très, très focalisé là-dessus. Il veut que quand on rentre dans un bureau L'Oréal, on se sente chez L'Oréal et pas dans une banque ou pas dans une boîte de la tech ou pas évidemment chez un de nos concurrents. Donc on a partout nos valeurs, des visuels, des choses qui sont inspirantes pour nos collaborateurs. Et la dernière partie de la charte, c'est plutôt comment on organise nos espaces avec des choses très précises. Où est-ce qu'on met l'espace de socialisation ? Où est-ce qu'on met le collectif ? Où est-ce qu'on met l'individuel ? Quel genre de meubles ? Où on en est de l'ergonomie, etc. Donc, on a un guide très détaillé.
Je ne vais pas parler trop longtemps, mais il est important parce que quand on rénove des espaces dans un pays, je prends l'exemple du Japon où j'étais il y a peu de temps, le patron du Japon, il ne connaît rien à l'immobilier. Cette équipe ne connaissent rien à l'immobilier. Donc évidemment, on travaille avec des architectes, etc. Mais il faut que les chefs de projet dans nos équipes tout de suite comprennent ce qu'on veut et puis ils vont travailler 2 ans sur ce projet. Après, ils vont revenir à une autre fonction. Donc cette charte, elle est absolument fondamentale. Voilà, donc quelques exemples. Du coup, les choses sont déroulées rapidement. On est aujourd'hui à peu près 80% de nos collaborateurs mondiaux qui sont dans les nouveaux espaces. Vous voyez, vous avez les villes où j'ai pris ces photos, mais la plupart de nos sièges maintenant reprennent les mêmes éléments identitaires, beaucoup de visuels de beauté très forts. La nature, on a parlé de la nature tout à l'heure, c'est quand même très important la nature pour faire passer un sentiment de bien-être, de la lumière. L'atrium Pays-Bas au milieu, c'est intéressant parce qu'on est autour d'un atrium, les gens peuvent se voir. Ils voient où sont leurs collègues, ils voient qui est là, qui n'est pas là, ils vont vers les gens pour régler les problèmes. Tout ça, ça fonctionne très bien. Et voilà, et pour conclure, on pense qu'on est aujourd'hui assez en phase avec des bons espaces de travail, même si c'est des choses qui sont en renouvellement perpétuel. Et les gros enjeux qu'on a aujourd'hui, c'est comment s'assurer que les services qu'on offre à nos collaborateurs sont à la hauteur des murs immobiliers qui sont autour d'eux. Donc ça, on travaille beaucoup avec les départements campus, les services campus pour apporter le meilleur de la restauration, etc., parce que c'est des choses qui bougent vite. Et l'autre enjeu qu'on a, c'est comment avoir des services informatiques et digitaux qui soient à la hauteur de tous ces nouveaux espaces et qui nous aident à accélérer ces espaces. Je ne pourrais pas en parler pendant très longtemps. Donc voilà, les 3 piliers maintenant, c'est ça. C'est l'immobilier, les services et le digital au service de l'immobilier. Merci beaucoup pour ces 3 illustrations. Je propose que l'on passe maintenant à ce moment de la table ronde sur les conditions de succès de ces politiques. D'ailleurs, on a déjà évoqué quelques-unes, mais reprenons, élaborons, comme on le dit en anglo-saxon, peut-être du côté d'Engie. Après, on passera à Sanofi. Je vois que Sanofi chopait le micro. Et du côté d'Engie, alors comment fait-on pour développer tous ces projets ? La première condition du succès, c'est évidemment d'avoir un sponsor fort. Donc, au sein du groupe, on a la chance d'avoir un COMEX qui est très engagé sur ces sujets-là. Donc, ça, c'est la condition, pour moi, sine qua non d'une bonne réussite. Et puis, après, ce qu'on a souhaité dans la démarche qu'on a initiée, qui constitue, c'est 9 engagements pour une meilleure qualité de vie au travail. L'objectif de cette démarche étant de vouloir influencer sur les comportements individuels et collectifs, évidemment, puisqu'il y a la notion de sociabilité. Et donc, ces 9 engagements sont comme des règles d'or, en quelque sorte, sur les meilleurs comportements à adopter. Chose peut-être qu'il faut que je précise, le groupe se base sur, pour définir la qualité de vie au travail, on a évoqué le sujet tout à l'heure, s'appuie sur les 6 domaines de l'ANACT, donc, ce qui fait une dimension assez large de la qualité de vie au travail. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir mettre en place des règles d'or, donc ces 9 engagements qui s'appuient, qui couvrent les 6 domaines de l'ANACT. Et donc, l'idée était de pouvoir faire que chacun adhère, puisque comme on l'a dit aussi tout à l'heure, le groupe est présent dans une trentaine de pays, avec des cultures différentes, des métiers différents. Juliette vous en a parlé. Donc, la notion même de bien-être au travail est fondamentalement différente, que ce soit en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, en Europe ou en Asie. Et donc là, l'objectif de cette démarche et ce qu'on a pensé être un facteur clé de succès, c'était de se dire, on revient aux fondamentaux, les comportements de base. Donc, on travaille sur la bienveillance et le respect des environnements de travail, la diversité, l'équilibre vie privée, vie pro. Sont des notions qui, nous semble-t-il, parlent à tout le monde, quelle que soit sa culture, sa religion ou l'endroit où on vit. Et pour reprendre ce que vous disiez, M. Bauche, en fait... je ne suis pas sûr. Justement, on a recherché l'objectivité par rapport à ces éléments-là, puisque
Enfin, encore une fois, si je demande ce qu'est une bonne qualité de vie au travail, si je vous pose la question, si je me pose la question ou je pose la question à chacun d'entre nous, on pourrait avoir une définition différente. Et ce qui rend complexe la mise en œuvre de démarches cohérentes et homogènes au sein d'un groupe, enfin de grands groupes comme les nôtres. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, on repart sur les fondamentaux. Alors certains nous font ce reproche de dire, ah oui, mais alors là, vous êtes un peu justement sur plein de bons sentiments, il faut être bienveillant, il faut être respectueux. Mais le principe, c'était quand même de se dire, une fois que c'est écrit, une fois que c'est lu, c'est dit, eh bien, ça a valeur. Et le groupe les met en avant comme des... Alors en fait, je ne devrais pas utiliser ce mot-là parce qu'on a toujours dit qu'on ne parlerait pas de règles d'or, mais d'engagement. Mais en tout cas, c'est un peu l'idée quand même, pour être plus clair dans mes explications, sont vraiment les règles d'or que le groupe met en avant et demande à ce que chacun de ses collaborateurs puisse respecter. Avec, évidemment... je ne posais pas la question, mais je suis sûr que vous l'avez en tête. Vous allez me dire, oui, mais ça, c'est un peu facile de faire poser l'amélioration de la qualité de vie au travail sur les individus. Et qu'est-ce que le groupe met en place? Donc, il y a évidemment un acteur important dans l'organisation du groupe qui est le manager. Vous en avez parlé aussi tout à l'heure. Donc, il y a un accompagnement très fort du management, que ce soit en termes de formation. Et en fait, je me retrouvais beaucoup aussi dans ce que vous avez dit. À un moment, on a un des modules de formation des managers, c'était aussi de revenir sur des fondamentaux. C'était de se dire, mais de quoi on parle? C'est quoi un burn-out? C'est quoi le bien-être au travail? C'est quoi la qualité de vie au travail? Vous voyez, ces différentes notions que le manager qui, lui, est le nez dans son guidon à s'occuper de son équipe et à bosser sur d'autres sujets. Donc il y avait vraiment ce souhait plutôt, de vouloir mettre en cohérence tout ça, de donner les moyens aux managers de mettre en place une vraie politique ou une vraie démarche de QVT. Et puis en ça, on s'appuie aussi sur... on a une grande enquête, c'est un temps fort, vous parliez d'expression des salariés. Donc, chaque année, on a une enquête qui s'appelle le NGNME, qui est un moment important au mois d'octobre. Donc, l'ensemble des salariés du groupe sont interrogés et on a un taux de réponse qui est de l'ordre de 70%, je crois. Donc, ce qui est assez important compte tenu de ce genre d'enquête. Et l'idée, c'était de se dire aussi, on parlait indicateurs. Alors, on a fait le choix de bâtir des indicateurs en fonction de ces 9 engagements. Là aussi, on avait un souhait d'être hyper pragmatique pour aider les managers dans leur démarche. Parce que ce qu'on avait moi, j'ai pu constater en allant sur le terrain, souvent les managers sont pleins de bonne volonté sur le sujet, mais c'est un sujet qui fait peur aussi. Quand on parle risques psychosociaux, c'est souvent... les gars me disaient, oui, ok, moi je veux bien savoir identifier les signaux faibles et me dire que machin dans mon équipe, il va pas bien. Mais une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que j'en fais, moi? Parce que je suis pas psy, je sais pas faire. Donc, vis-à-vis de cette enquête, on a corrélé un certain nombre d'indicateurs de cette enquête à chacun des 9 engagements, avec comme objectif de dire au manager, voilà. Alors, ça, je fais une petite digression encore, mais... ça sera la dernière, parce qu'après, il faut que Juliette complète. Parce que si NJ en couple nous pique tout le temps des autres, c'est concurrentiel. On n'a pas 2 fois plus de temps? Non, vous avez été prévenu. Bon, alors, je vais faire court. Donc, l'idée, c'était de se dire, les indicateurs... donc, on a identifié un certain nombre d'indicateurs. Et en fait, chaque manager a à sa disposition des outils qui lui permettent d'aller au-delà du résultat quantitatif de l'enquête, mais de pouvoir, encore une fois, libérer la parole au sein de son équipe et leur dire, OK, voilà, sur équilibre vie privée, vie pro, visiblement, là, vous me dites que c'est un sujet, il y en a 1 sur 2 qui est moyennement content de l'équilibre vie privée, vie pro dans l'équipe, de quoi on parle? Et donc, d'aller mettre en face du qualitatif, et de pouvoir bâtir des plans d'action annuels de manière à tranquillement, mais sûrement, améliorer la qualité de vie au travail et donc prévenir les risques psychosociaux. Et Juliette prend la parole et dit « Je suis en total désaccord ».
Non, mais voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter sur ce sujet-là, puisque voilà, c'est un ensemble à nouveau. Et après, il y aura certainement le groupe NJ vient progressivement sur tous ces socles, ces socles de protection sociale, et donc le bien-être au travail fera certainement partie du programme NJ Care dans un avenir plus ou moins long, et on inventoriera toutes les démarches qui ont été faites, notamment ces 9 engagements et toutes les pratiques, et on essaiera aussi de faire plus, mais au plus proche des réalités du travail, parce que c'est vrai que la santé mentale, le bien-être, c'est quelque chose de très, très personnel. C'est pas forcément simple à traiter, c'est une notion complexe. Et donc, il faut vraiment regarder au plus près du terrain les conditions de travail, qui sont les managers, donner aussi un peu des messages d'exemplarité. Et tout ça, ça fait partie aussi d'une stratégie qui doit être dirigée au niveau du groupe et pouvoir mettre de l'exemplarité et sélectionner aussi des managers qui soient capables de respecter les règles et d'être dans la bienveillance. Ça, c'est important, parce que quand on a quand même des milliers et des milliers de managers, ça prend du temps. Très bien. Exemplarité, entre autres, mais je trouve que ça rimait avec serendipité, parce qu'on le dit aussi en français. Tout à l'heure, vous évoquiez la serendipity. Sanofi, alors, comment fait-on pour faire bien dans ces matières ? Une clé du succès. Alors, déjà, de quel succès on parle ? Est-ce que c'est mettre en place une initiative et la faire connaître, ou est-ce que c'est qu'elle réponde à un besoin ? On va dire que c'est la deuxième. Voilà, et qu'on atteigne ces objectifs. Alors, les clés du succès, ça va déjà être, ça va reposer sur les personnes, donc, et ça peut être justement à tout niveau de l'entreprise. Vincent, vous disiez, on n'écoute pas assez les salariés. Il y a une initiative que je n'ai pas mentionnée qui nous tient tous à cœur chez Sanofi, c'est Cancer et Travail, qui est une initiative qui a été de créer des lieux de rencontre avec des bénévoles au sein de l'entreprise, pas que des fonctions support, mais aussi des salariés, pour accueillir, écouter et guider des salariés qui sont confrontés à la maladie, pour eux-mêmes, pour leurs proches, pour leurs collaborateurs. C'est une initiative qui est venue d'une salariée, qui l'a montée, qui l'a fait vivre, et qui maintenant est en phase d'être déployée dans le monde entier, parce que ça a récupéré le soutien de la direction générale, et le directeur général a lui-même été à un moment interpellé par un collaborateur qui a dit « mais moi je suis face à ça, j'ai connu ça en France, je me retrouve dans un autre pays, et il n'y a pas ça ». Donc l'écoute, on l'a vu au travers de cette initiative portée par une salariée qui a voulu écouter les autres salariés. On l'a vu ensuite en cours de déploiement, parce que la direction générale était capable d'écouter un salarié en lui disant « mais ça ferait peut-être du sens de regarder ça de manière un peu plus globale ». Donc c'est vraiment les personnes, quand les personnes y croient, même une personne qui n'a pas tout de suite le bon sponsor, qui paraît tout simplifié et qui simplifie beaucoup de choses, tout est possible. Quand les personnes y croient, tout est possible. Et donc quand effectivement ça vient de la direction générale, c'est encore plus simple, parce que ça donne une direction, une crédibilité, et ensuite il faut déployer. Maintenant, pour que ça se déploie bien, alors déjà, pour que ça marche, il faut qu'on ait choisi le bon thème. C'est pas forcément simple. Donc il y a une myriade de choses qu'on a envie de faire, qu'on pense être des bonnes idées, et à l'épreuve de la réflexion et du test culturel ou de la réalité terrain, business, on se rend compte que finalement, ça ne sera peut-être pas les bonnes choses à pousser. Donc il y a trouver la bonne idée et la tester en amont. La tester en termes de faisabilité, aller à la rencontre des opérationnels, des patrons de business, des DRH. Lorsque le congé parental a été pris comme axe, comme initiative globale, il y a eu une étude de faisabilité, on allait voir les principaux pays. Ensuite, on a discuté avec les grands pays qui étaient la France, les US, la Chine, pour dire comment ça va se passer concrètement avec vous. On veut faire ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? À quoi on va se heurter ? Comment on lève ces obstacles ? Et est-ce qu'en levant ces obstacles-là, ça tient toujours pour l'ensemble des autres pays ? En France, lorsqu'on a dit ça va se mettre en place,
peut-être qu'on va parler au site industriel. Qu'est-ce que ça veut dire pour un site industriel lorsqu'il y a quelqu'un sur la chaîne de production qui va s'absenter 14 semaines? Pour que ça marche, il faut qu'on puisse le laisser faire. Il ne faut pas que le manager dise c'est super, dans l'idée, je suis complètement d'accord, mais moi, je ne peux pas tenir ma production si tu es absent 14 semaines parce que je ne pourrais pas te remplacer. Et à partir du moment où on sait qu'il y avait ce besoin de remplacement, peut-être à 100% justement pour les non-cadres, on a dit il va falloir avoir des budgets pour remplacer ces personnes-là. Et donc, on en revient à quels sont les éléments clés de succès pour que l'initiative prenne. Et il y a eu ce chiffrage global en disant combien ça va coûter à l'entreprise si, en gros, on met une ligne de budget, on autorise les managers, les sites opérationnels à pouvoir remplacer, à pouvoir gérer l'activité avec cette contrainte que va créer cette proposition avantageuse pour les salariés. Et là, on a eu effectivement un tampon du directeur financier groupe en disant oui. Et à partir du moment où le directeur financier groupe dit oui, je peux vous dire que n'importe quel directeur financier a du mal à dire non, je ne trouve pas de place dans mon budget. Et donc là, du coup, ça passe. Et donc ensuite, comment on s'assure que ça marche? C'est en le mesurant. Alors, ce qu'on ne mesure pas, on ne le voit pas, mais si on met quelque chose en place et qu'on ne le suit pas, on est incapable de savoir si ça prend bien. Si ça ne prend pas bien, justement, on peut peut-être avoir des actions correctives. On n'a pas toujours pensé à tout. Et donc, on a, au bout du compte, fait un tableau de bord pour suivre ça. Et donc, je le regardais parce que c'est assez... il y a plein d'enseignements. Donc là, je regarde sur la France le tableau de bord qui existe depuis 1er janvier 2022 et qui intègre les données 2022 et du premier trimestre 2023. Je vois qu'il y a 30% d'hommes qui prennent un congé parental, ce qui est quand même assez majeur. C'est 30% des pères ou c'est 30% des salariés hommes. Parce que pour le coup, c'est sans distinction de genre, préférence sexuelle, etc. Donc ça peut être un salarié homme célibataire en couple avec un autre homme. Donc, c'est dans la population. On regarde en fait finalement combien de salariés hommes et femmes prennent un congé d'accueil de l'enfant. Donc là, on en a 30%. Et quand on regarde la durée du congé d'accueil de l'enfant, un peu tout confondu, mais on a justement ce maximum qui est proposé jusqu'à 14 semaines. Alors pour les femmes en France, on voit que ça représente quasiment 18 semaines, qui est le congé maternité chez Sanofi en France, et on arrive quasiment à 14 semaines pour les hommes. Parce que c'est autorisé dans l'opérationnel, parce que c'est rémunéré, ça fonctionne. Donc, et alors, je vous prendrai un autre pays où on aura quelque chose de très différent. Et ce sera la conclusion. Mais on voit une vraie progression. C'est-à-dire qu'on s'est amusé à faire ça. On s'est amusé dans notre étude de faisabilité. On avait le nombre de congés pour les hommes pour un accueil d'un enfant. Donc, si on prend la Chine, par exemple, c'était assez bas. Si on regarde après ce qui est utilisé par les hommes aujourd'hui avec le congé parental, on voit qu'on est encore très loin de l'objectif final, mais on voit qu'il y a déjà une nette progression. Ok, donc vous suivez quand même sur le lait, comme le lait sur le feu. Chez L'Oréal, alors, comment on s'assure que tout ceci fonctionne bien? Alors, je vais passer sur les règles de change management classique, le sponsor, le qui fait quoi, etc., qui sont absolument essentielles. Donc ça, il faut ça. Mais à part ça, sur vraiment l'espace de travail, il faut évidemment de la qualité. Et pour moi, on donne et on prend. C'est-à-dire, on te prend, tu n'as plus ton bureau individuel, mais en échange, tu as une superbe cantine, tu as une salle de brainstorming, tu as une terrasse. Dans beaucoup de pays, on a le fait d'avoir moins de bureaux, pour être clair, ça a permis de faire quelques gains d'espace. Et du coup, on a pu se relocaliser dans des quartiers encore plus valorisés dans les villes. Enfin, je pense à la Pologne, par exemple. Donc on prend, mais on donne. Ça, c'est absolument clé. Et on explique aux collaborateurs, on lui montre ce qu'il va récupérer. Donc ça, c'est essentiel. Un autre élément auquel je tiens beaucoup et qui, pour moi, est clé, c'est l'articulation entre ce qui est centralisé et ce qui est la culture locale. On a, comme je vous l'ai dit, un guideline qui est précis, qui fait 150 pages. N'empêche que nos projets sont très ancrés dans la réalité locale. On prend des très bonnes illustrations locales et après, on les diffuse mondialement. Et là, je prends une minute quand même pour vous donner une anecdote que je trouve très intéressante. Au Japon, par exemple, dans les belles maisons, il y a une culture qui est les murs, il y a un plâtre qui est fait avec des matériaux différents. C'est du plâtre dans lequel ils ont pu mettre de la pierre d'agate fracassée ou des coquillages.
Dans notre siège, ils ont récupéré des packaging on a une marque japonaise qui s'appelle Shuemura, qui est une très belle marque. Ils ont récupéré les packaging obsolètes qui n'étaient pas utilisés, ils ont concassé, ils les ont mis dans le plâtre, et puis ils ont fait toute une partie de l'espace maquillage avec ça. Donc il y a une notion d'artisanat, il y a une notion de qualité, il y a une notion de culture japonaise, et c'est des gens évidemment très, très fiers de leur culture, qu'on essaie d'intégrer, qu'on a intégré au Japon et qu'on essaie d'intégrer partout dans nos projets. Donc le global local est super important. Et la dernière partie qui est essentielle, c'est l'écoute des collaborateurs. Donc quand on travaille sur un nouvel espace, on va les voir, on leur montre des maquettes, on interagit pour que, in fine, le projet réponde au maximum à leurs attentes. Et une fois que les projets sont finis, 6 mois après, quand les gens ont bien pris leurs habitudes, on va les interroger. Moi, j'y vais. J'étais au Japon, j'ai interviewé 25 personnes, une demi-heure chacun. Qu'est-ce qui marche pas, pourquoi, etc. Et évidemment, c'est un process très vertueux, quoi, parce que les gens sont souvent assez surpris et assez intéressés au fait qu'on prenne du temps pour venir les interroger. Et puis, évidemment, après, les enseignements, on les partage dans le pays, mais aussi dans le reste du monde, parce que ce qu'on apprend aux Pays-Bas peut être aussi, de façon inattendue, très intéressant pour le Brésil. Voilà, c'est un peu les éléments au place. Ce que je propose pour que nous terminions en beauté, c'est que vous réfléchissiez à une question très simple. Vous allez voir, chacun d'entre vous, que vous nous prononciez le mot-clé. Alors attention, vous n'avez pas le droit de dire « Ah ben non, j'ai pas un mot, j'ai une formule pendant 5 minutes. » Le mot-clé pour le succès. Mais vous avez le temps d'y réfléchir parce qu'on peut prendre des questions dans la salle. Ceci dit, j'ai reçu un seul SMS qui porte sur les questions d'actualité. Enfin, une des questions d'actualité. Je vous libelle cette interrogation. Ça porte sur les congés menstruels et les congés en cas d'IVG. La question est, est-ce que vous y réfléchissez? Est-ce que vous le prenez en compte? Alors, il y a ce sujet précis qui est dans l'actualité. Je pense que la question plus large, c'est de quel sujet vous vous saisissez pour en faire des éléments de vos politiques de bien-être au travail. Alors, il y a la question précise qui est posée, mais je crois que la question plus large est quel sujet vous intégrez dans vos stratégies, comment vous intégrez de nouvelles préoccupations de vos salariés ou de l'environnement. Alors, en même temps, vous devez réfléchir aux mots-clés, vous devez réfléchir à cette question compliquée. Peut-être peut-on se tourner vers la salle pour trouver une autre question, mais je ne sais pas si Sanofi, vous souhaitez évoquer ce thème. Vous avez beaucoup parlé de congés paternité. Du côté NJ aussi, vous évoquez ces sujets de congés parentaux. Monsieur veut répondre à la question ou en poser une? Bon, posez une question, comme ça vous avez tout un truc. Mais surtout, trouvez-moi votre mot-clé, là, un seul. Alors, je vous aide. Il y a exemplarité, crédibilité, sérendipité. Vous en trouvez un quatrième, puis voilà. Alors j'ai peut-être une question, mais c'est pour les intervenants de la première table ronde aussi. Bon, mais, moi aussi. Non, mais alors donc moi il faut dire qui vous êtes, comme ça, c'est bien. Oui, alors donc Pascal Prévost, je suis un ex-Nestlé et j'habite la Suisse. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses en fait qui sont faites en termes de bien-être au travail. Donc ça, ce sont des exemples de multinationales françaises. Mais vu de l'étranger, ce qui est quand même très surprenant, c'est l'hostilité d'une certaine proportion de la population française à rallonger la durée du travail. Donc est-ce que justement... Vous savez mettre l'ambiance, vous. Non. Donc, est-ce que justement c'est Pacifique Suisse là en avant? Est-ce que donc il y a un lien en fait entre ces problématiques de bien-être au travail et puis donc ce refus d'allonger la durée de travail en France? Alors, le participant, tiens, vous avez un des participants à la table ronde qui est à côté de vous là. Donnez-lui le mot. Je pense qu'effectivement, ce qui n'a pas du tout été intégré, c'est le contenu du travail, notamment sur les seniors. On s'est interrogé juste sur la durée et pas le contenu. Et puis pareil, mettre une borne fixe, ça aurait été peut-être plus astucieux, comme c'était prévu dans la première version de la réforme, d'avoir une plage plus libre de départ en retraite en fonction, effectivement, mais ça n'a pas été vendu sous l'angle de la liberté, ce qui est dommage, en fonction du taux de cotisation, chacun faisant le bilan de est-ce qu'il a suffisamment ou pas, mais être très normatif sur un âge de départ, je ne suis pas sûr que ça soit très astucieux. Et puis la forme a un peu joué pour un peu énerver les gens. Petite question juste pour L'Oréal alors, c'est est-ce que tout le monde est logé à la même enseigne? Flex et open space, quel que soit le niveau hiérarchique? Ça, c'est la question la plus compliquée. Bon, ça veut dire que c'est oui. Non. Comment Là, vous savez, L'Oréal, les gens sont... Il y a une saine compétition, en fait. Donc, ceux qui voulaient garder leur bureau, d'abord, on a tout fait pour qu'ils ne les gardent pas, mais il y en a quelques-uns qui les ont gardés, et puis ils se sont rendus compte qu'ils passaient
de plus en plus pour des gens isolés. Et donc, ils ont fini par les rendre. Donc, on a désormais, pour être très très concret, si je prends un pays de taille moyenne, genre 600 collaborateurs, les Pays-Bas, il y a un bureau fermé pour le patron, un bureau fermé pour le DRH, un bureau fermé pour le patron de la finance, pour des questions de confidentialité. Et quand on dit bureau fermé, ça s'appelle un manflex. Donc quand ces gens ne sont pas là, et souvent ils voyagent pas mal, le bureau il est laissé ouvert pour le reste de l'équipe. Et il n'y a pas la photo des enfants, du chien, etc. Donc, voilà. Et je vais aller plus loin. Les États-Unis, on avait à New York 280 bureaux fermés. Dans les nouveaux offices, on n'aura plus que 28 bureaux fermés. Ce qui, aux États-Unis, n'a pas été totalement simple à faire passer. Mais après, c'est une notion d'exemplarité. Et la vague est en train de défaire aller. Voilà, exactement. Donc ça y est, le point est réglé. Même s'il a été assez compliqué à régler. Ok, pour les autres, est-ce que vous pouvez répondre à la question là, sur les thèmes d'actualité, congé menstruel, congé en cas d'IVG? Ou plus largement, parce que c'est une question sensible. Je vais faire appel à un ami, moi. Très bien. Ah, vous avez appel à une amie. Ouais, je peux y répondre, mais je voulais ajouter 2-3 petites choses par rapport au débat. Oui, on a des réflexions actuellement, en tout cas pour la France, et aussi sur l'endométriose, on en a beaucoup parlé, qui effectivement est à relier aussi avec le sujet de la promotion des femmes, parce que les femmes qui sont atteintes de cette maladie, très souvent, c'est extrêmement compliqué de pouvoir allier une carrière avec ce sujet-là. Donc oui, on entame une réflexion, mais on n'est pas encore tellement à bout. Là où je voulais revenir juste sur un petit point, et je ferai rapide. Les acteurs, on en a parlé, sauf qu'après la vraie vie, parce que moi je suis souvent un petit peu dans le truc, je descends dans la soute. Il y a les acteurs. Nous ferons tout à l'heure, comme voilà, chez Sanofi, voilà. la soute, c'est en dessous de cet amphi. Voilà. Vous allez voir. Pourquoi? Parce que les acteurs, vous les avez cités au niveau global, etc. Après, quand on descend localement, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout d'un coup, quand vous descendez, vous avez les partenaires sociaux, le service médical, les RH, la RSE, etc. Alors, effectivement, tout le monde s'attache à le faire tous ensemble, mais il faut qu'on soit un tout petit peu lucide. Ça tiraille quand même un peu plus. Quand bien même vous avez une politique globale, là, il y a besoin après de remettre de l'ordre, mais aussi de permettre à chacun de s'exprimer, d'apporter sa pierre à l'édifice. Et ça, c'est important, quand on a une politique globale, de s'assurer aussi de la faisabilité et du temps nécessaire aussi pour que ça percole après dans les organisations. Premier point. Sur l'environnement de travail, on parlait beaucoup des bureaux. Là aussi, c'est quelque chose, toutes les entreprises y sont. D'ailleurs, on a un campus qui ressemble fortement à tous les autres. On peut se le dire quand même à un moment donné. Est-ce qu'il est aussi beau qu'un campus L'Oréal? Ouais, nous, on a des canards, j'en ai pas vu là-bas chez L'Oréal. Donc, non, mais. Ce sont des poules d'eau. C'est des poules d'eau. Ah, on a des canards aussi. Non, mais après, ce que je crois fondamentalement, parce qu'on est, effectivement, on apporte vraiment d'un environnement de travail exceptionnel, mais n'oublions pas l'individualisation et la personnalisation. Le rond de serviette à la maison qui est toujours au même endroit, vous pouvez toujours faire en sorte qu'il soit complètement... c'est pas le cas dans nos environnements maintenant de travail. Moi, je vais vous citer un exemple qui n'est pas Sanofi, pour ne pas mettre Sanofi, parce que je suis quand même la DRH France de Sanofi, donc il ne faut pas que je me grille totalement. Mais quand j'étais DRH d'Altis, donc Altis, c'est la partie télécom et SFR, mais également médias, on a mis un campus qui n'est pas très loin d'ici, donc pareil, tout pareil. Ceux qui se sont permis, et vous allez comprendre tout de suite, de dire non mais on n'en veut pas de vos tables à vos bureaux, c'est les journalistes de Libération. Eux, ils voulaient absolument garder leur vieux bureau tout pourri parce que ça avait une symbolique et une identité qui était la leur. Alors là, c'est excessif et ils pouvaient se le permettre. On les a laissés de même que je crois qu'on les laisse. D'ailleurs, ils sont plus dans le groupe. Non, ils sont plus dans le groupe depuis. D'ailleurs, comme ça, on les laisse fumer parce qu'ils voulaient aussi pouvoir fumer. Enfin bon, bref, passons. Mais il reste RMC, BFM, etc. Ce que je veux dire, c'est que pareil, dans nos environnements où on standardise, à un moment donné, si dans une salle de repos, ils veulent garder le canapé qui, je sais pas quoi, qui a machin, il faut savoir aussi, parce que de plus en plus, et ça va être le cas dans nos politiques bien-être, c'est d'individualiser et de faire la part quand même, de laisser la part à cette identité. Ça ne veut pas dire qu'après, on n'est pas un groupe, mais je pense que c'est extrêmement important, parce que sinon, les gens, ils sont décrochés, ça n'a plus de sens, quoi. C'est juste... voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Très bien. Alors, avant la petite question là, sur J'ai le un mot petit clé. point. Oui, mais il est bavard, alors vite. Je fais vite. Là, Non, je parce tiens, que lui, celui-là. c'est un petit droit de réponse, mais sympathique. Premièrement, bonne nouvelle. Je le dis pour Emmanuel. Donc, bonne nouvelle, vous avez raison. Avant, tout le monde avait sa définition de la QVT. Aujourd'hui, ce ne sera plus le cas, puisque il ne peut y en avoir qu'une. C'est pas Highlander, mais ça ressemble à ça, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tous entendre différemment le même sujet. Donc, on a tous une perception différente. Mais entre dire on ne vit pas tous la même QVT et dire on n'a pas tous la même définition de la QVT, c'est passer d'un monde à l'autre.
Donc juste pour le dire, bonne nouvelle, c'est sorti dans le guide, vous l'avez, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais elle a le mérite d'exister puis d'avoir été débattue. Et ça, c'est super bien. C'est la satisfaction du salarié. Deuxième point, ne pas confondre, quand vous parliez, vous avez tout à fait raison, des managers qui ont peur. Un gros débat, hein, quand on les forme aux risques psychosociaux, surtout quand on confond risques psychosociaux et troubles psychosociaux. Quand vous dites à un manager, je vais te parler des risques psychosociaux, c'est-à-dire de tous les burn-out que tu peux avoir toi-même et sur les autres, du harcèlement moral et puis du pétage de plomb que ça peut générer, ça fait peur. Par contre, si vous revenez aux risques psychosociaux tels qu'ils sont, ils ont été rappelés dans la brochure, qui est, je vais te parler des risques psychosociaux, je vais te parler de l'organisation du travail. Je vais te parler des relations au travail. Et je vais te parler de la projection que les gens parfois n'ont pas dans leur travail. Ça devient un sujet qui fait toujours un peu peur, mais pas du tout sur le même angle. Et là, ils disent pas « je suis pas psy », puisque ça fait partie de leur rôle que d'être des régulateurs de l'activité. Et troisième point, sur l'écoute. Oui, c'est vrai, on écoute. Et le débat central, je pense, de la question du bien-être aujourd'hui, c'est de voir qu'on a vu, hein, la question de l'écoute, elle part beaucoup sur l'angle de la santé des personnes. Et elle doit, je pense, revenir sur l'angle de la santé au travail et de ce qu'ils vivent à l'échelle locale, au cœur de leur situation de travail. Et c'est juste le petit risque que je veux souligner, c'est que ne pas partir sur... ne pas enjamber... Ce qui est vache, c'est que vous devriez dire j'ai 3 points et un risque. Ne pas enjamber... ça parce que comme ça, il n'y aura rien après le risque. Voyez. Ne pas enjamber l'écoute des salariés vers la santé qu'ils peuvent avoir, et ce qui est superbe à faire, hein, y compris leur protection sociale, ne pas enjamber la question de qu'est-ce que tu vis concrètement dans ton travail. Et souvent, ils ne parlent plus quand les réponses n'arrivent pas ou qu'elles arrivent sans eux. Ok. Alors, il y a la question du mot-clé, mais avant cela, j'ai encore reçu une question par SMS, une question qui permet d'ailleurs de reprendre, d'encapsuler, diraient les anglo-saxons, pas mal des thèmes de notre demi-journée. Et c'est assez concret en plus, en tout cas, je la concrétise, la question, c'est comment font les managers de business unit entre, d'une part, les objectifs de bien-être au travail et d'autre part, leurs objectifs de résultats pognon. Oui, j'ai bien traduit la question que j'ai reçue. Poudoum, poudoum. C'est quoi? Ils s'épuisent. Ils s'épuisent. Eh ben, les bons managers, ils sont fatigués parce qu'ils s'occupent de leurs équipes et ils s'occupent de leurs objectifs. Ah oui. Donc, il faut plus de managers et, et il faut sanctionner, par exemple, les mauvais managers. Ah oui. C'est-à-dire ceux qui ne s'occupent pas de leurs équipes. Très bien. Ah oui, alors... C'est pas facile. Hein. Ouais. Est-ce que vous avez les compléments? Ils s'épuisent, mais déjà, ils font... Enfin, moi, ce que je trouve assez admirable, c'est qu'ils concilient tout ça. Ils y arrivent quand même. Mais effectivement, c'est pas sans conséquences et c'est pas sans risque. Ouais. Il faut redonner du temps aux managers pour faire du management. Ça, c'est indiscutable. Ouais. C'est pas mon sujet direct. Donc Mais alors, je vous le dirais, du point de vue de la gendarmerie, qui est une belle maison, c'est un de leurs aphorismes. Les gendarmes sont là pour la population, les officiers de gendarmerie sont là pour les gendarmes. Non? Bon, d'accord. Mais moi, j'aimais bien. Bon, allez, maintenant, très rapidement, chacun son mot-clé. Vous avez eu le temps d'y réfléchir, là. Oui, mais j'avais hésité, mais j'ai fini par être convaincu. L'écoute. Ah bah, ça a été survendu. Bon. Moi, j'ai hésité entre conviction et vérité. Moi, je dirais pragmatisme. Moi, comme monsieur Lajoigny, c'était l'écoute. Voilà, curiosité aussi. Eh bien, très bien. Avant de passer la parole pour un moment conclusif à Dominique Libaud, vous avez droit à votre salve d'applaudissements parfaitement légitime. On a beaucoup parlé d'écoute, mais moi je voudrais vous parler rapidement de lecture. Donc, lecture du week-end. Vous avez Engagé, c'est le titre de l'ouvrage de Madame Pénicaud. Vous avez Humanisme et Finance, un chef-d'œuvre qui est recommandé. Vous avez bien sûr La QVT, de point en finir avec les conneries. Et puis vous avez tous les travaux de l'OCDE, notamment le manuel sur la qualité de l'environnement au travail. Ça, il faut les acquérir ou les trouver.
mais vous allez avoir droit à un beau cadeau offert par l'EN3S et la Caisse des dépôts et consignations en sortant d'ici, puisque l'EN3S et la Caisse des dépôts et consignations, sa direction des politiques sociales, organisent un prix de la protection sociale qui vient d'être remis à 2 ouvrages. L'un porte sur le travail des seniors, qu'on a rapidement abordé, et l'autre sur le sens au travail. Et donc, dans sa prodigalité collective, le couple EN3S-CDC vous fera le cadeau que vous trouverez avant ou pendant le pot. Voilà, merci à vous. Et puis donc, un petit mot de conclusion. Un petit ou un grand mot. Hein. Ah. Non. Ouais, mais il faut que je vous trouve le truc. Voilà. Oui.